Bonjour et bienvenue dans Opinion. Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux? Eh bien, ce serait le cas apparemment du virus Stuxnet qui préoccupe depuis plusieurs mois les spécialistes de la sécurité et qui pourrait avoir pour cible des installations nucléaires en Iran. Est-ce un État qui se cache derrière ces attaques? Eh bien, on en parle avec nos invités qui sont des spécialistes de la question et qui sont sur ce plateau. Patrick Payoux, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et Benjamin Sontag, vous êtes expert des infrastructures réseau Internet Octopus. Alors, déjà la première question, il y a eu, je le rappelais, ce fameux virus. Donc il y a une nouvelle inquiétude qui se fait jour aujourd'hui. Quels sont concrètement aujourd'hui les faits qui vous inquiètent ? Alors, ce qui nous inquiète d'un point de vue plus général, et le vers Stuxnet est une bonne illustration des menaces, c'est que nos sociétés aujourd'hui dépendent de plus en plus de l'informatique pour vivre, que ce soit les systèmes de contrôle d'énergie, les systèmes de transport, les systèmes médicaux. Vous avez de l'informatique partout, et en cas de dysfonctionnement ou d'attaque majeure contre ces systèmes, ça pourrait avoir des conséquences de plus en plus graves sur la société. Fondamentalement, c'est ça qui nous inquiète, et c'est la raison d'être de mon agence en France, d'essayer de préparer et d'organiser la réponse en cas d'attaque majeure ou de dysfonctionnement majeur en France. Il y a des menaces, bien sûr, en France aussi, de menaces, de cybermenaces. La France fait partie du réseau Internet. On ne peut pas s'isoler. Internet ne connaît pas les frontières. Et nos grands opérateurs, nos opérateurs de transport sont aussi à dimension internationale. Donc la France, elle est potentiellement menacée. On ne peut pas ne pas se préoccuper de ce type de menaces. Ce réseau, alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Mais ce réseau, ce virus est visiblement très sophistiqué. Alors, il est très intéressant. Il est capable d'exploiter 4 failles différentes. C'est quelque chose qu'on voit extrêmement rarement. Le dernier doit dater des débuts de l'Internet. C'est un virus qui est surtout en plusieurs parties. C'est qu'il a non seulement le classique, c'est qu'il essaie de se répandre, comme tout virus, mais surtout, une fois qu'il est sur des ordinateurs, il regarde si ces ordinateurs sont dans des systèmes industriels, dans des centrales nucléaires, dans des centrales électriques, dans des systèmes de gestion d'oléoducs. Et il va attaquer ensuite le système industriel caché, situé derrière ces ordinateurs. Et donc c'est cet aspect très spécifique, à la fois très, très compétent, enfin très expert dans sa propagation, et très spécifique dans sa cible, qui est un système industriel, qui le rend extrêmement intéressant, et qui le rend très nouveau dans les comment on l'a découvert, ce virus Stuxnet comment il s'est fait jour? Moi, j'ai pas le fond de l'histoire, donc je ne saurais pas vous dire comment il a été découvert. Ce qu'on sait, c'est qu'il ce qu'on sait, c'est qu'il se propage par des clés USB, comme souvent. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on le retrouve dans un certain nombre de pays et que ça reste à ce stade cloisonné dans un certain nombre de pays. Donc, c'est par des simples clés USB qui rentrent sur des ordinateurs. Donc, des ordinateurs Windows typiquement, et puis qui ensuite vont aller se connecter sur des systèmes de commande-contrôle industriels. Après, comment on trouve et comment on détecte ce qu'il fait exactement, c'est tout le travail des experts de sécurité informatique, un peu les experts Miami, si vous voulez, qui vont travailler sur le virus informatique, essayer de comprendre. C'est un travail qui est extrêmement compliqué parce que souvent, il y a de la cryptographie là-dedans, tout est protégé, etc. Donc, c'est un travail qui prend généralement pas mal de temps. Là, en l'occurrence, ça a pris plusieurs semaines. Et les dégâts Les dégâts que peut faire ce virus? À ma connaissance, il n'y a pas eu de dégâts avérés médiatiquement, entre guillemets. Par contre, en effet, des experts en antivirus, donc comme par exemple la société Symantec, qui a fait une grosse analyse et qui va d'ailleurs en faire un gros papier à une conférence internationale sur les virus demain à Vancouver, ont détaillé vraiment tout le fonctionnement. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont eu du mal à le détailler parce que justement, les milieux d'antivirus, les luttes contre les virus, ne sont pas habitués à travailler avec les gens de l'industrie. Enfin, qui ont des systèmes de contrôle industriel, et inversement. Et donc, ils ont dû leur demander des équipements pour pouvoir faire comme s'ils avaient un ordinateur d'industrie et faire se comporter le virus dans ce système-là. Et là, ils ont vu à quoi il servait. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, le virus lui-même se propage sur des systèmes Windows. Donc, vous mettez votre clé USB, il se met sur le système Windows. Et ensuite, capacité de nuisance. Voilà, alors il cherche quelque chose de particulier. Il cherche notamment un système SCADA de la société Siemens. Et puis ensuite, quand il est dans ce système SCADA, il va aller chercher quelque chose de très précis. C'est une sorte de clé. Donc il va se propager, mais il ne va rien faire tant qu'il n'aura pas trouvé le système qui cible très précisément, qui aujourd'hui n'est pas identifié, et sur lequel il va agir. Donc on n'est pas sur de la propagation classique de virus comme on avait dans le temps. De toute façon, c'est de moins en moins le cas, comme I Love You, etc. Des choses qui avaient un objectif essentiellement de communiquer
communication ou de démontrer ses capacités. Là, on est sur quelque chose qui vise très précisément quelque chose, comme ce qu'on a dans l'espionnage, malheureusement, souvent aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand on parle d'attaque, par exemple, d'une centrale nucléaire, alors c'est vrai que ça fait peur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Arrêter tous les systèmes, le système sur faire lequel exploser le système qu'il infecte, c'est ce qu'on appelle donc les systèmes SCADA, c'est des PLC. C'est des équipements qui vont sonder des systèmes, donc prendre la température, la pression, les flux, et les influencer, donc dire tu baisses la pression, tu coupes le système, tu allumes, tu éteins, des systèmes industriels de régulation ou de contrôle industriel. Et donc s'ils dérèglent ces systèmes-là, ils peuvent très bien provoquer des choses anodines comme éteindre un pipeline ou faire provoquer des explosions, des dérégulations, des dérèglements majeurs dans des systèmes où voilà, ça peut aller de pas grand-chose à des choses vraiment très graves. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des vraies analyses qui doivent être conduites sur ce virus pour essayer de comprendre exactement ce qu'il fait. Alors ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que les gens qui fabriquent ces systèmes, en tout cas par exemple si on prend la situation en France, évidemment c'est pas des fous furieux si j'ose dire, et donc une centrale nucléaire, une centrale nucléaire typiquement elle a deux systèmes de commande-contrôle, c'est-à-dire et que quand vous en avez un qui sont totalement isolés les uns des autres, et donc quand vous en avez un qui ne fonctionne plus bien, qui a un dysfonctionnement, qui pourrait être lié à un virus informatique ou autre, vous en avez un deuxième, y compris mécaniquement complètement indépendant, qui va prendre le dessus. Donc, mais c'est pas hyper protégé, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on a des systèmes qui sont de plus en plus isolés. Les systèmes, alors à la fois les systèmes sont isolés, un peu comme dans les avions, on a des systèmes distincts, mais à la fois les réseaux informatiques de ces systèmes industriels sont de plus en plus reliés aux réseaux aussi, pour faciliter la maintenance à distance, pour pouvoir se connecter à distance et pas être obligé d'envoyer un ingénieur à l'autre bout du monde. Il se connecte à distance sur le site industriel dont on parle et il va aller faire de la maintenance, faire des opérations de ce type-là. Et du fait que ces réseaux sont connectés donc maintenant à Internet, ils ont des risques, ils sont soumis au même type de risques. C'est notre inquiétude majeure, c'est la pénétration du réseau des réseaux d'Internet dans la vie courante. De plus en plus, de la même façon que France 24, vous dépendez aujourd'hui d'Internet. Sans Internet, si Internet s'arrête, votre système d'information s'arrête, il y aura plus France 24. Mais c'est pas des conséquences dangereuses. Ça n'a pas des conséquences dangereuses, mais vous avez la même expérience que vous tourniez vers des hôpitaux, des systèmes de distribution d'énergie, systèmes de distribution. Tout peut être une cible. Voilà, tout peut être une cible. Les banques, par exemple, aussi, les banques, les réseaux de... Les banques, c'est les cibles les plus classiques dans les films de pirates et compagnie. Donc oui, en effet, c'est parce que c'est là où l'argent. Mais c'est alors, ce qui était intéressant aussi, c'est dans ce fameux Stuxnet, c'est qu'on se demande si c'est un État, un groupe d'individus, des gens qui tentent d'attaquer Siemens, parce que c'est spécifiquement un logiciel de Siemens qui est visé aussi. Là, pour l'instant, on n'en a aucune idée. Et par contre, il y a tout un tas de phénomènes qui nous donnent des petites idées du mobile. Et notamment, on voit c'est un virus qui cible des systèmes industriels, mais des systèmes industriels utilisés dans de grands nombres d'endroits. Donc on n'est pas sûr que ce soit un État qui ait pu mettre ça au point, parce que de la façon dont il a été construit, il prenait un risque que ça infecte ses propres systèmes. Ça peut pas être un État. On parle, alors certains disent, avec la crainte effectivement du nucléaire civil en Iran, beaucoup pointent Israël. Ouais, alors, je dirais, d'une certaine façon, c'est pas mon sujet. Peu m'importe. Je veux dire, ça peut être un État, ça peut être un groupe mafieux, ça peut être un groupe terroriste qui voudrait mener une action cyberterroriste, etc. Aujourd'hui, de toute façon, sur Internet, les armes sont à la disposition du plus grand nombre. Vous pouvez très facilement développer des virus, des vers informatiques, en aller en acheter, en télécharger. Donc la question de fond, d'un point de vue diplomatique et politique, c'est probablement important, mais du point de vue technique, c'est qu'est-ce qui se passe exactement et comment on fait pour se protéger et que ça n'arrive pas en France notamment. Et alors, quel est le profil de ce fabricant de virus? À mon avis, déjà, il n'est pas tout seul. Souvent, les fabricants de virus qu'on voit, c'est que c'est soit des gamins dans leur garage, soit des gens un peu plus structurés dans les sociétés qui vendent des services en utilisant les machines qu'ils ont vérolées. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a à la fois le côté virus très bien fait et le côté attaque des systèmes industriels. Ça montre déjà que c'est peu probablement quelqu'un de seul, mais probablement quelque chose d'organisé. C'est de moins en moins fréquent, je dirais, le virus informatique ou l'attaque informatique fait par une personne. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on observe. Aujourd'hui, on est en face de groupes plus ou moins organisés. Il ne faut pas imaginer que ce soit des choses extrêmement structurées, mais qui s'organisent au fur et à mesure des opportunités et des souhaits, que ce soit dans le développement de la cybercriminalité. Et c'est des gens auxquels, d'ailleurs, vous pouvez faire appel. Vous pouvez louer leurs services. Ça ne coûte pas très cher, malheureusement, si j'ose dire. Et puis leur dire, voilà, moi, je suis intéressé par mener une attaque contre telle société. Je suis intéressé par faire de l'espionnage contre tel concurrent, et vous vous adressez à eux et ils vont, par le biais de plusieurs intermédiaires, mener une action de nature cybercriminelle contre la cible. Et le cyberterrorisme,
Le cyberterrorisme, c'est quelque chose sur lequel on travaille au sens où c'est potentiellement une menace. De la même façon qu'un cybercriminel peut mener une attaque, comme on l'a expliqué là, ça pourrait aussi être des terroristes. Aujourd'hui, on n'a pas observé réellement d'actions cyberterroristes. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils maîtrisent très très bien les technologies de l'information. Donc, il n'y a aucune espèce de raison pour que ça ne leur traverse pas l'esprit. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'ère d'une cyberguerre aujourd'hui? Est-ce qu'on est entré dedans ou on y entre tout doucement? À ma connaissance, on y est depuis 1945 quand il y a eu le décryptage par l'armée américaine des messages échangés par les Allemands entre eux, qui étaient des messages chiffrés. C'est à cette époque-là, à ma connaissance, la première fois qu'il y a eu une telle, que le fait de déchiffrer des communications protégées a eu un tel effet sur l'histoire, c'est que ça a vraiment donné un avantage concurrentiel aux États-Unis dans la Seconde Guerre. Donc c'est depuis ce temps-là, je pense qu'on peut dire qu'on est potentiellement, que chaque conflit ou chaque possibilité de conflit entre États ou entre États et individus ou groupes d'individus peut être soumis à des aléas technologiques aussi. Oui, mais là, on est plus peut-être dans l'espionnage, mais pour des attaques réelles. À partir du moment où on est dépendant de l'informatique pour vivre, ça peut être une cible en matière de guerre. Regardez par exemple les Américains aujourd'hui, si on parle strictement d'opérations militaires, par exemple en Afghanistan ou en Irak, ils font ça énormément à distance. Ils pilotent des drones à distance, ils font ça beaucoup depuis Tampa, typiquement en Californie, donc ils utilisent des réseaux, etc. Donc une des façons, par exemple, de les empêcher d'agir au niveau militaire, c'est de s'attaquer à leur réseau. Donc la problématique de la cyberguerre, de toute façon, y compris dans les réseaux militaires, c'est une question qui se pose aujourd'hui, clairement. Beaucoup pointent aussi la Chine, les Chinois. Est-ce qu'ils sont dangereux aussi est-ce qu'ils sont performants et dangereux dans la cybercriminalité, cyberattaque? Je dirais, tous les grands pays aujourd'hui s'intéressent à ces questions. Donc, c'est une des façons, si j'ose dire, de s'attaquer au réseau informatique. C'est aussi une des façons de faire du judo. C'est-à-dire, plutôt que de s'attaquer de façon frontale à des systèmes militaires, vous pouvez aussi essayer de vous attaquer à des systèmes qui contrôlent eux-mêmes les systèmes militaires. Donc, tous les grands pays aujourd'hui s'intéressent à ces questions. Et par ailleurs, on a beaucoup de pirates informatiques dans les grands pays. Quand vous regardez où est-ce qu'il y a le plus de pirates informatiques, ça va être globalement lié à la population et au déploiement d'Internet. Donc il y en a beaucoup en Chine, mais il y en a aussi beaucoup aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a en Turquie, il y en a au Brésil, etc. Dans tous les grands pays. Une des choses d'ailleurs intéressantes avec Stuxnet, c'est qu'on est beaucoup à se demander si c'est un État, si c'est un groupe d'individus, si c'est contre IMS, si c'est contre l'Iran. Et on a tout un tas de faisceaux de preuves. Et il y avait par exemple le fait que ce virus envoie des informations sur le fonctionnement des systèmes. Alors on n'a pas encore la connaissance de la nature de ces informations, mais il envoie des informations de ce type sur une machine en Malaisie qui a depuis été prise en main par un fournisseur d'antivirus pour voir quelles étaient les machines affectées, etc. Et on se dit que voilà, il y a peut-être aussi il y avait peut-être un but d'exfiltration d'informations dans ce virus. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc on essaye c'est un vrai boulot pour... C'est extrêmement compliqué dans notre domaine, donc dans celui de la cybersécurité et de la cyberdéfense, d'attribuer globalement une attaque. Ouais. Parce qu'il faut déjà remonter par tous les intermédiaires techniques qui ont pu exister, donc de par le monde. Vous imaginez qu'il faut contacter tous les pays dans lesquels les ordinateurs ont été traversés. Il y a des interpellations, par exemple, dont oui, ça on arrive. Pas parler. Ça arrive, oui, il y en a, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup globalement. Parce que dès que vous êtes à l'échelle internationale, si vous passez par des pays qui n'ont pas de réglementation, etc., l'entraide judiciaire va être longue, ça va être très compliqué, etc. Et puis de toute façon, quand bien même vous arriveriez derrière l'ordinateur qui a mené l'attaque, qui est derrière cet ordinateur? Quelle est la personne? Elle peut être dans un cybercafé, maîtrisée, etc. Merci, c'est passionnant, on apprend plein de choses. Merci à tous les deux. Et on se retrouve très vite sur France 24. Tout de suite les infos, merci.